C'est rouge. C'est rouge. C'est rouge, c'est bon. Coucou maman, je passe à la télé. Alors, Alors, bonjour. Hein. Bonjour. Tu veux que je te présente comment? Avec ton pseudo, ton nom? T'en fous? Mon nom. Julien. Mon pseudo, c'est mon obsèque, donc voilà. Bonjour Julien. Voilà. Comment ça va? Bah ça va très bien, je suis au bloc café, j'ai bu plein de café, je suis à fond, je les ai payés en lightning, attention. Donc non, je suis content. Ouais, mieux qu'hier, moins de bière, plus de Voilà, café. voilà, moins de bière, plus de café aujourd'hui. Les interviews vont être un peu plus sympas aussi. Mhm. Ok, bon bah toi ça fait combien de temps que tu bosses dans le Bitcoin? Ça fait pas mal de temps? Oui, ça fait pas mal de temps, moi je suis tombé dedans en 2011. Ouais. Suite à la crise de 2008, je fouillais l'économie, la finance, la monnaie, tout ça, je suis tombé dessus. Et voilà, je me suis tapé comme tout le monde la tête contre le mur pendant une semaine pour admettre que ça fonctionnait. Et pendant voilà. une semaine ça va, t'as été vite quoi. Il m'a fallu 2 ans. Hein. Voilà, moi il m'a fallu une semaine. Donc voilà, depuis 2011, je participe un peu à Bitcoin. Je n'ai jamais posé une seule ligne dans Bitcoin, hein. Je ne suis pas un développeur plus que ça. Si, je suis développeur, mais je fais beaucoup de peer review sur Bitcoin. J'ai fait la même chose à peu près sur Lightning par la suite. Revue de code, documentation, ces choses-là. Et voilà, moi j'ai bossé jusqu'en 2017. Et donc depuis 2017, je suis sur mon projet Condensa. Ok, Voilà. qui a un peu changé en cours de route, il me semble, non? Entre les premières discussions qu'on avait eues Oui, ça et aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Condensa en très court? Qu'est-ce que c'est? On en parlera plus longuement. Ouais, un petit historique. Donc moi j'ai commencé ça en 2017, en mode start-up en France. Enfin, en mode start-up, j'avais des associés, etc. Puis bon, c'est comme toutes les start-up, il y a une histoire qui se fait, qui se forme, des hauts, des bas. Le projet jusqu'à maintenant il reste identique, c'est travailler sur les paiements avec la technologie Bitcoin. Et donc en France, c'est pas possible de travailler en France, hein. Bonjour Bruno. Et les autres avant lui. Et les autres avant après, lui hein. et tout ça, il faut faire quelque chose, là ça devient urgent. Donc je vais en Suisse, et pas pour des raisons fiscales, juste pour pouvoir travailler. Et là-bas j'y ai trouvé un climat très, très agréable pour les affaires qui tournent autour des cryptos. Tout ce qui est crypto-monnaie, crypto-actifs. Le business est beaucoup plus ouvert là-bas. Ok, moi la Suisse j'ai pas essayé, hein, j'ai même pas regardé en fait. Mon histoire ça remonte un peu avant ça. Attends, désolé, quelqu'un qui me ping. Je vais éteindre ça. Hop, voilà. Du coup, ouais, donc moi c'était un peu la même histoire, mais j'étais pas encore dans la crypto, donc c'était start-up. Je savais que je voulais lancer une start-up, j'étais en France, j'ai fait non. J'ai la chance que mon papa a sa propre entreprise, du coup j'ai vu absolument toutes les galères qu'il a vécues au jour le jour. J'ai fait merci papa, moi je vais pas vivre la même chose. Donc je suis parti à Dublin. Dublin, super, hein, les affaires, nickel, enfin ça va tout seul. Ça c'est vraiment cool. Après la météo m'a fait bouger ici au Portugal, mais ça c'est autre chose. Les affaires au Portugal c'est comme en France, non. Donc bon, je peux pas tout avoir. La Suisse, je sais pas, je pense que la météo, t'es un peu entre les deux peut-être. Ouais, il y a moins de pluie qu'en Irlande quand même. Il y a moins de pluie, il y a plus de froid en hiver. Ouais. Voilà, un petit moins 15, faut s'y attendre. Donc bon, ouais, faut voir. Après pour le business, ça va te poser problème ou pas avec le passporting et tout ça, sur les licences, ou comment tu vas pouvoir gérer les clients européens? Non, il n'y a pas de problème, parce qu'à la base, effectivement, ce projet, c'était pour obtenir une licence de service de paiement, ou de PSP, monnaie électronique, PSP ou EME. Et bien évidemment, c'est les fédérations bancaires qui délivrent ces autorisations. Donc en France, la fédération bancaire, elle n'est pas très chaude sur la crypto. Donc c'était dans ce cadre-là que je voulais travailler. Et effectivement, ça, tu peux travailler en Europe parce que tu as le passeporting européen pour ce type de service. Après, la banque, quand tu as une licence bancaire, c'est un autre niveau. Ils ont des accords internationaux et en fait, il n'y a pas de blocage sur les banques à l'international. Quand tu ouvres une banque, tu peux travailler dans tous les pays du monde. Ok. Par banque, tu veux dire institution de crédit ou Banque, c'est le terme général. Après, banque, c'est un mot valise où ça dépend des cultures. En France, la banque, c'est l'institut de crédit. C'est la personne qui prête de l'argent. Alors qu'en Suisse, culturellement, la banque, c'est là où tu déposes de l'argent. Ok. Donc, de toute façon, c'est deux métiers différents. Moi, je ne m'intéresse pas du tout à la banque d'investissement. Du tout, c'est vraiment pour travailler sur le paiement et après pour développer
plus l'écosystème, travailler avec le maximum de gens. Et donc si je fais ça depuis la Suisse, c'est parce que la Suisse c'est open crypto pour ce type de business. Ils ont déjà délivré 2 licences bancaires pour la Suisse. Et après le passporting c'est mondial. Ok. Donc t'as à peu près pas de soucis. T'as le droit d'avoir des clients américains ou non Alors j'ai le droit. Après il faut le FATCA et tout le bordel. Mais après je pense pas que je toucherai aux États-Unis. Ça j'ai déjà prévenu. Je peux pas travailler avec le dollar à cause du FATCA. Ouais. Après avec les US personnes, ça reste encore à déterminer légalement comment c'est possible de travailler sans avoir un business soumis à FATCA. Sachant qu'on pourrait très bien avoir des clients américains mais qui ne travaillent pas qui sont pas en dollars. Après, il y a des options justement qui viennent de notre écosystème. Tout ce qui est Tether ou ce type de token stablecoin, ça peut être un point d'entrée pour accéder aux États-Unis, mais c'est pas encore fait. En fait, de base, t'as pas besoin d'avoir de licence bancaire pour opérer en Tether, donc pourquoi t'as besoin d'une licence bancaire Moi j'ai besoin. Envie. Alors, j'ai besoin d'une licence bancaire parce que ça ouvre le marché mondial. Vraiment. J'ai besoin d'une licence bancaire par rapport aux petits agréments du type PSP ou EME, parce que ces agréments-là te demandent de mettre l'argent de tes clients dans un compte, dans une banque. Donc quand tu es PSP, tu es un PSP crypto, tu as une banque à la BNP, tous tes clients sont sur des comptes à la BNP, et donc si ton business ne plaît pas à la BNP ferme le compte et puis terminé, tu mets la clé sous la porte. Ouais. Et donc c'est aussi pour cette question d'indépendance d'avoir une licence bancaire. Et après c'est une licence bancaire suisse, donc il y a quand même un petit côté mettre en avant le côté banque de dépôt, ces choses-là. Ok, donc tu penses que, ou en tout cas tu étais potentiellement obligé de faire de la ségrégation par client de comptes. Enfin c'est des comptes attribués par client, du coup si tu es une banque, c'est pas un compte commercial. Non, en tant que banque, j'ai la possibilité de vraiment faire le custody du fiat des gens. Ouais. Ce qui est possible en crypto en France, mais quand tu prends un PSP, tu peux avoir la crypto de tes clients chez toi, mais pour le fiat, c'est pas possible. Ouais. Et pour la crypto des gens, tu comptes faire ça comment si tu y réfléchis? Tu ségrègues aussi par client ou Ah non, je fais de la comptabilité comme les échanges, c'est-à-dire que j'ai les fonds qui sont déposés, donc c'est une liste d'adresses que je peux signer qui me permettent de prouver que j'ai telle réserve. Et après, j'ai les comptes de clients et puis j'utilise ce qu'a fait Greg Maxwell sur la question avec la preuve de réserve. C'est un arbre de hache avec le compte client, le montant. L'auditeur, il valide la tête de l'arbre et tous les clients peuvent vérifier sur les feuilles que leur banque ne triche pas. Ouais, cool. Ok. Et là, t'en es où du coup? Du coup, ça avance plutôt vite. Okay. J'ai l'équipe, j'ai la structure du capital, j'ai tout l'ensemble de ce qu'il faut pour aller en Suisse. J'y déménage fin du mois, là, dans même pas 2 semaines. Et voilà. En fait, c'est en train de se passer maintenant, donc je vais avoir 6 mois de développement pour bien faire la solution. Il y a déjà pas mal de code, mais il y a du vieux code. Donc il y a quand même du ménage à faire, il y a de l'évolution aussi. Et donc je prévois ça pour 2020. Okay. Voilà, une banque suisse dans votre poche. 6 mois. Et voilà. Ok. Mais il y en a tant à dire sur comment ça. Tu nous fais pas une Ethereum 6 mois, mais dans 6 mois c'est dans 6 mois. Non. Je dis 6 mois, voilà, j'ai quand même Ok. J'ai quand même de l'espoir. Et ok, très bien. Et du coup, tu comptes attirer comment le client? C'est quoi l'offre pour le client? Alors. C'est quoi l'intérêt? Alors, les 2 premiers types de clients, c'est le client qui veut travailler, enfin qui veut utiliser les cryptos, donc qui galère avec sa banque pour faire les virements chez Kraken. Okay. Et ça, c'est pas un problème franco-français, c'est dans le monde entier, toutes les banques font chez tout le monde. Oui, ici aussi. Donc, à la banque Mondensa, jamais je poserai des questions pour des virements sur Kraken, je sais ce que c'est. Je connais à vrai dire la whitelist et même la blacklist. Comme je suis très dans la communauté, très dans les associations, je suis de près les arnaques, les scams, etc. Donc ce genre de choses, je maîtrise. Donc déjà les utilisateurs de crypto qui veulent avoir
qui va être serein et pouvoir utiliser une banque comme elle devrait fonctionner. Et en second, il y a tous les entrepreneurs qui, eux, ils n'arrivent même pas à ouvrir un compte en banque. Ouais. Voilà. Donc chez Condensa, un entrepreneur crypto, il peut ouvrir un compte en banque. D'autant plus que la banque lui fournit des possibilités de custody de la crypto. Ouais. Bon, après, il peut. À côté du fiat et crypto. C'est pareil, il faut toute une équipe de compliance. Oui, mais ça, oui, j'ai ce qu'il faut. Hein. Ok, mais c'est qui paye pour? Parce que tu vois, les banques en ce moment, en fait, elles refusent les clients en bloc, tout simplement parce qu'elles ont la flemme de faire la compliance client par client. Ça leur coûte une fortune et légalement, s'ils se plantent, c'est pour eux que la punition va. Le fait que, tu vois, si un de leurs clients crypto fait un exit scam ou devient scammy d'une façon ou d'une autre, le problème c'est que ça retombe sur la banque. S'il y a peu importe, money laundering, terrorist financing, peu importe, c'est la banque qui paye. Oui, donc là, quand tu es la banque. C'est sûr, c'est du risque, mais après, quand tu es une banque, tu es obligé de t'assurer sur ces choses-là. Déjà, c'est obligatoire de s'assurer quand tu es une banque, tu n'as pas le choix. Après, comme tu dis, ils ont la flemme. Ils ont la flemme parce que faire le travail qui serait relatif justement à cette compliance, de savoir qui fait quoi, et donc de faire un KYC qui est valable, qui veut dire quelque chose, en étant aussi proche de cette communauté des cryptos, c'est beaucoup plus facile. Donc moi, je ne vais pas être flemmard à le faire parce que pour moi, ça ne va pas prendre longtemps. Ouais. Si je veux vérifier quelque chose, les gens qui sont dans ce business, qui essayent de faire l'exit scam, ils sont à quoi? À 2-3 personnes maximum de moi. Donc c'est comme dans la banque, ceux qui essaient d'exit scam par le fiat, ils sont à 2-3 personnes du chef de la banque. Ouais, après il faudra voir comment tu gères ça, mais c'est vrai qu'il y a des choses genre l'association Crypto FR qui est en galère de trouver un compte en banque, alors que c'est très clair dans ces objets que t'as pas de mouvement de fonds, je veux dire c'est payer des abonnements et voilà quoi. Mais après il n'y a rien de compliqué. Les exit scams c'est une infime partie, et puis même si c'est un risque, et puis quand il y a une banque c'est un risque, c'est un business, et tu l'assumes le risque quand ça arrive. S'il y a un exit scam, bon bah voilà, ça sera pour la pomme de Condensa, mais c'est fait pour, à vrai dire. Et après, bon, la grosse majorité de ces projets-là, c'est quand même des projets honnêtes. Hein. T'es dedans, je suis dedans, on les connaît tous. La majorité, c'est des choses qui sont intéressantes à faire. Donc autant utiliser, avoir ce point d'entrée dans le monde fiat avec une banque qui te permet d'accéder à des fiat et à des cryptos de manière simple. On agrémente ça de petits couples, un logiciel, une application mobile open source, des API bien définies. Ouais, voilà, on travaille sur l'open banking, etc. Ouais. Faire du KYC, un protocole, voilà, pour que ça soit tout fluide. Tu es un client, tu as un compte, tu vas sur Kraken, en 5 minutes tu as fait ton échange, parce que tu as déjà fait ton KYC. Ok, tu penses que tu auras des échanges qui vont s'implanter chez toi ou... Ah oui. C'est le but? Ah oui, j'ai déjà des contacts, j'ai déjà pas mal de partenariats qui sont... Ça fait déjà 2 ans ce projet, donc j'ai eu le temps de monter un réseau autour de cette idée-là, et voilà, donc de toute façon je ferai du liquide comme tous les échanges. Donc, voilà, c'est assez simple en fait à mettre en œuvre. Ouais, non mais c'est sûr, même d'un point de vue bancaire, pour toi c'est juste un mouvement comptable. Si tu as des échanges qui viennent s'intégrer chez toi, tu as du instant payment quoi. Bah, j'aurai une partie de ma réserve qui sera du BTC, une partie qui sera du LBTC. J'aurai peut-être même du BTC sur la chaîne Komodo, j'en sais rien. Moi, ce que je recherche dans ce type de produit-là, et je suis très intéressé par Komodo au même titre que Liquid, c'est qu'en fait, ils peuvent peg-in des coins, n'importe lesquels, Bitcoin, Ethereum, et ils sont issuers de tokens. Et donc, dans l'idée que je me fais de cette espèce d'espace de store d'applications, si quelqu'un veut ouvrir une boîte, au lieu de s'embêter avec le RCS, etc., il a juste à tokeniser son capital ou sa dette. Et voilà, ça prend 1 minute, un clic. Ok. Pour le business, quoi. Et donc tu disais, tu as déjà une équipe? Oui. Ça consiste en quoi une équipe pour une banque? Pour ce type de banque, c'est un peu différent. Moi, je considère que la banque, c'est une boîte de tech. Après, je
je suis un peu le seul à penser ça. Non, la plupart des banques aujourd'hui. Ils le savent. Ouais. Dans tous les cas, une banque, il y a des obligations réglementaires et même sur les personnes qui travaillent dans la banque où il faut faire preuve d'expérience et d'honorabilité. Donc moi, je ne serai pas le CEO de ma banque parce que je n'ai pas d'expérience en banque plus que ça dans le vrai métier bancaire. Mais j'ai le CEO qu'il faut, qui a l'expérience, le ou la, peut-être, ce sera la surprise. Parce que là-dessus aussi, l'équipe est assez mixte, on va dire. On est 7 personnes, donc il y a forcément le CEO, le CFO pour la finance, le CRO pour les risques et la compliance, le CTO pour la technique, le support, l'opération, la stratégie, les développeurs. Quasiment tout le monde s'est développé, il n'y en a que 1 ou 2. Et il y a presque la moitié de femmes. Ok. Voilà. Bien. J'ai réussi. T'as des gens en couleur Oui. Enfin, ça, c'est pas encore sûr, mais oui. Ok. Il y a quelque chose. Super. On essaye. Par contre, les investisseurs, les investisseurs, c'est difficile de trouver des femmes et des gens des minorités, c'est comme ça. Il y en a, il y a des assez gros investisseurs en Angleterre notamment. Je serais ouvert à discuter avec des gens différents dans l'investissement. C'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents de la part des investisseurs. Ouais. C'est très important. Ça peut être cool. Et du coup, qu'est-ce que tu penses va être le truc le plus compliqué à partir de maintenant pour le projet? Je pense, pour moi, de mon point de vue, c'est la communication. Ouais. C'est-à-dire comment je vais en faire la publicité, comment amener les gens à utiliser ce produit. Je ne suis pas le meilleur en communication, mais je suis bien aidé. Après, les problèmes, c'est juste pour dire que les problèmes que je peux avoir ne sont pas forcément techniques ou de régulation ou légales, bien sûr qu'il y en aura, mais à force, je les connais. Mais c'est plus ça, parce que comme c'est un service, c'est une banque low cost qui peut être utilisée même en dehors des cryptos. Comment communiquer avec les gens non crypto, parce que j'ai parlé de mes clients qui seraient les gens qui utilisent la crypto, les gens qui sont entrepreneurs dans la crypto, mais après c'est une banque ouverte qui n'est pas chère, donc qui est intéressante économiquement pour les gens. Pareil, c'est une parmi tant d'autres. Enfin, t'as bien vu toutes les néobanques, notamment en Angleterre où il y en avait 2 ou 3 par semaine qui se lançaient il y a 1 an ou 2. C'est super dur quand tu rentres dans un marché qui est déjà saturé. C'est dur, mais après, comme on disait tout à l'heure, les banques c'est des boîtes de tech. La concurrence se fera sur le prix de ces technologies, qui est le plus efficace, qui a la technologie la moins chère par rapport à truc, et donc qui peut appliquer les coûts les plus faibles. Tu penses? Oui. Ok. C'est en train de devenir ce marché-là. Tu vas avoir on le voit dans la crypto parce que c'est découpé de cette manière-là. D'un côté, tu as la finance avec le lending, toutes ces choses-là, l'échange, machin, tout ce qui est financement et même les établissements de crédit dont on parlait. Ouais. Et à côté, tu as le custody, donc la banque. Est-ce que tu le fais ton propre custody avec du ledger ou pas, ou est-ce que tu vas en banque pour d'autres raisons? Tu vois, moi je crois très clairement que le prix n'est pas, ou en tout cas dans le futur, ne va pas spécialement être la priorité. Je pense qu'on a justement été trop habitué aux banques pas chères qui maintenant augmentent leurs tarifs parce qu'elles n'ont plus d'argent gratuit sur les prêts et tout ça. Ce qui à l'époque leur mettait plein les poches. Donc maintenant elles essayent de te facturer tous les mois ou tous les trimestres, on te facture de plus en plus d'options et les gens sont en mode les banques s'en mettent plein les poches. Mais quand tu regardes le service qu'on t'offre pour 10 balles par mois, c'est pas horrible non plus quoi. On dépense bien plus d'argent dans du Uber, dans de la livraison de bouffe, dans un abonnement Netflix. Alors que le service c'est pas spécialement le même. Donc je pense pas que les gens auront du mal dans le futur à juste comparer en fonction de qui est le moins cher. Au contraire, je pense qu'il y aura beaucoup de communication à faire autour de l'éthique du business, notamment tout ce qui est vie privée, comment justement est fait l'argent derrière cet argent gratuit. Oui, après le prix c'est juste un paramètre, mais tu as raison, il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu. Après, il y a quand même des choses qui vont beaucoup évoluer dans le monde de la banque, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est un cartel, c'est pas une concurrence.
Et du point de vue du client ou même de l'investisseur, celui qui veut investir les produits financiers qui passent par la banque, pour faire sa sélection pour son patrimoine, c'est impossible. C'est impossible de sélectionner une banque sur les prix. La grille de prix, elle est... voilà, c'est 20 minutes pour la lire entièrement. Et pareil pour les produits financiers, tu n'as pas vraiment le choix. Ils te disent, tu dis je veux entrer dans le marché actions, ils vont te présenter 4 actions et ils ne te laissent pas chercher, ils ne te donnent pas les clés. Et je pense qu'il y a vraiment une ouverture sur l'information, plus d'informations, plus de concurrence. Ils vont mener à des choses. Donc, je pense que la concurrence mène au prix, oui, certainement. Je pense avoir raison, mais après il y a plein d'autres choses qui entrent en jeu. L'éthique, tu as raison, c'est juste. Mais bon, après, ça fait aussi relation avec la réputation, etc. Ouais. Et du coup, quel genre de service tu comptes ouvrir, disons, dans les 2-3 premières années du business? Tu auras du lending, tu auras des trucs comme ça? Et alors, dans les premiers services que je vais offrir, c'est du Wirex-like. C'est comme Wirex ou Zappo à l'époque. C'est du compte, et tu peux payer avec des moyens de paiement, type carte bancaire, SEPA, Swift. Et après, tu as du dépôt de crypto. Tu peux deposit ou withdraw. Après, dans les 3 ans, je vais établir le plus de partenariats possible pour que cette application soit liée à d'autres applications. Et pour que si quelqu'un veut faire un échange, ok, il a son compte chez moi, mais il automatise l'échange. Et l'échange, lui, il ne fait pas de custody. Il renvoie directement l'argent sur le compte identifié. Ce type de choses. Et pareil pour le lending. Il faudrait que ça soit une liste de différentes boîtes qui proposent du lending crypto. Il y en a plein. Ça serait les mettre au même endroit pour les mettre en concurrence, pour que les gens aient de la vision du choix, de la sélection. Quoi. Ouais. Et tes sources de revenus, tu les vois comment? Ça va être pourcentage, ça va être du spread, ça va être un abonnement, un peu de tout. C'est très tôt pour en parler. Moi, j'aimerais bien que ça soit une fee fixe, faible. On parle de l'ordre de 0,2% sur les transactions sortantes. Voilà. En crypto ou peu importe? Peu importe. C'est fait, moi, je fais pas d'échange, donc c'est fait sur la monnaie qui est utilisée. Et c'est tout. T'as pas d'abonnement, t'as pas tous ces trucs-là. Et comme c'est une banque de dépôt qui est pas forcément complexe à mettre en œuvre, je peux être compétitif sur le coût. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te demander? J'avais une question en tête, mais je l'ai oubliée maintenant. Bon, je me rappelle plus. Voilà, c'est pas grave, ça sera la prochaine. T'as d'autres trucs à discuter? Non. Là, t'es en recherche de quoi? D'investisseurs, de gens? J'ai déjà la structure du capital. Après, forcément, il y a un lead investor, il y a 2-3 suivants qui vont être un peu moins gros. Mais après, je vais ouvrir ça aux petits investisseurs, ceux qui veulent mettre, je sais pas moi, 20 000, 100 000. On va essayer d'ouvrir ça assez bien pour que les gens puissent participer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce projet. Voilà, donc c'est pas... le truc est bien structuré, mais il reste encore des opportunités pour entrer. Voilà. Cool. Très bien. Et du coup, condensa.tech? Condensa banque. Je veux avoir le TLD banque, le point banque, mais il faut avoir une licence bancaire pour obtenir ce TLD. Donc pour l'instant, Condensa Tech, c'est plus le site où il y aura tout ce qui est wiki, support, toutes les informations techniques. Après, j'ai pris un domaine Condensa banque, etc., mais c'est pas encore en ligne. Ça fait pas longtemps que je commence à en parler publiquement dans ce genre d'interview. Si, ça y est, je me rappelle de ma question. En tant que banque, selon les pays après, mais donc toi tu auras une couverture sur les comptes en fiat en cas de peu importe le problème. Est-ce que tu vas prendre une assurance sur la crypto? Est-ce que tu vas offrir une assurance sur la crypto? Je vais en prendre une parce que je suis obligé. En faire une, non, c'est pas mon boulot, encore une fois. Et s'il y a des gens dans l'espace qui ont déjà monté une boîte, je veux bien faire le partenariat avec eux pour m'assurer chez des gens qui sont professionnels dans le domaine. Quoi. Donc là, tu penses que tu vas trouver, ou tu as peut-être déjà trouvé, un assureur qui est OK de couvrir tes fonds en cas de vol ou peu importe. Oui. Il y a déjà, ça se fait depuis pas mal de temps. Les premiers, c'est des Japonais à le faire. Après, et c'était en 2014. Il y a des termes et conditions, c'est pas forcément... Bien sûr, ça coûte cher parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de clients, le marché est tout petit, donc ça coûte cher l'assurance crypto, oui.
Mhm. Ok, bon bah je pense que c'est tout. Hein. Bah oui, merci faire une beaucoup petite demi-heure. Kevin. Ouais. Très bien. Allez. On en fera une en anglais plus tard. Ouais. À plus. Come back later.